Bienvenue dans ce podcast consacré aux 50 ans de la station des Carélis. On dit souvent que les Carélis, c'est une station pas comme les autres. C'est l'histoire d'une utopie devenue réalité, celle de l'unique station d'économie sociale et solidaire d'Europe. Mais derrière ce modèle singulier, il y a avant tout des femmes et des hommes. Dans ce podcast intitulé « Portrait des acteurs de la station », nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont bâti ce lieu d'hier à aujourd'hui. Qu'ils soient fondateurs, pisteurs, animateurs ou enfants du pays ayant appris le ski ici, ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Des premiers virages du Club des Sports en 1935 jusqu'au projet de demain, découvrez les récits croisés de ceux qui font vivre la station. Une immersion proposée par l'association Morianisez-vous. Bienvenue dans cette émission spéciale des 50 ans des Carélis. Et aujourd'hui, c'est Gilbert Edmond que nous recevons. Bonjour Gilbert. Bonjour. Alors, vous êtes un habitant de la commune et vous avez connu la station des Carélis dès son origine. Alors, racontez-nous un petit peu comment elle est née cette station et quelle vision vous avez eue il y a 50 ans en arrière finalement. Oui, on part de plus loin parce que on a appris à faire du ski avant 1975 et c'est vrai que c'était un endroit où on pouvait rêver d'une station de ski. Il y a eu à l'époque le SEATM, enfin le département en gros, qui avait répertorié tous les sites aménageables en Savoie, dont Valmeinier, Montricher, Albanne, qui étaient d'ailleurs deux stations différentes dans l'étude. Et après, la commune s'est intéressée. Enfin, tout d'abord, les jeunes ont su faire du ski, ont passé le monitorat de ski. Le club des sports qui a été créé en 1935 a permis aux jeunes de se dégourdir pour pouvoir aller dans des compétitions. Et en 1970, il y a à peu près une quinzaine de moniteurs qui avaient leur diplôme et ils ont décidé de pousser un peu pour vouloir créer une station. C'était à cette époque-là qu'il y avait les grandes stations de Tarentaise qui commençaient à s'ouvrir à émerger aussi. Et on le rappelle, donc cette création du club des sports de Montricher à l'époque, c'était son nom, donc décembre 75, j'ai bien noté. Et donc 35. 35, pardon. Et donc ce club des sports, voilà, il a lancé quelque part un peu cette idée, Voilà, puisque tout le monde faisait du ski, et c'est vrai que dans la commune, il y avait cette ambiance club. Les jeunes faisaient des compétitions, mais quand ils passaient pour les calendriers, donc c'était le club des sports, et toute la population était intéressée pour qu'un jour, peut-être, il y ait une station de ski. Alors, en tant que jeune du pays, vous en avez fait partie de ce club des sports, alors j'imagine en tant que skieur. Oui, mais en fait, au départ... c'est grâce à deux personnes qui ont décidé de mettre en place du ski scolaire. On a appris à l'école pendant le jeudi ou le samedi, ça a changé à un moment donné. On a appris à faire du ski avec des moniteurs et on était associés avec l'Amicale laïque de Saint-Julien. Il y avait des cars qui nous montaient jusqu'à Montricher, au Plantimel, au tout début, quoi. Voilà. Et on faisait du ski. Et donc, on le rappelle, c'est à ce moment-là que sont nées aussi les premières montes-pentes sur la commune. Il y a eu l'installation, d'ailleurs, on a parlé de Plantimel à l'instant, d'un premier téléski rudimentaire. À l'époque, on faisait un peu avec les moyens du bord, je pense. Oui, enfin, c'était déjà un téléski Pingon. C'était quelqu'un qui avait son entreprise. On appelle ça un téléski va-et-vient parce que la poulie du haut ne tournait pas. Donc les appareils, un triangle montait sur la gauche pendant que l'autre descendait sur la droite et inversement. Comme les câbles des ardoisières de Montricher. C'est le même principe que les téléphériques aussi. Donc finalement, une fois lancé, les années passant, finalement l'idée d'une station, elle était plus très loin. La création d'une station nouvelle, c'était une idée dans le coin de la tête de pas mal d'habitants. Oui, alors déjà dans les années 60 et un peu avant, la municipalité s'était inquiétée de savoir comment il fallait procéder. Donc avec des rencontres avec les élus du département, ils ont conseillé d'acheter les terrains. Donc il fallait avoir la maîtrise foncière pour la commune de manière à faciliter les choses
C'est vrai aussi que, à un moment, ce qui a changé dans la commune, c'est que les gens sont descendus habiter dans la vallée parce que le travail était dans les usines. Plutôt dans l'industrie, en bas dans la vallée, ouais. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'était une manière peut-être, dans l'idée déjà de garder, de faire travailler, vivre les gens du pays au pays. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis après, l'idée de faire une station, ça allait de soi, et c'était les gens qui ont déserté un peu les villages de montagne, Montricher, Albanne, sont allés travailler dans la vallée. À ce moment-là, il était plus facile de récupérer les terrains, d'acheter les terrains pour la commune. Ce qui a été fait en 1962, c'est l'instituteur et l'institutrice qui se sont déplacés dans les maisons, qui ont demandé à acheter les terrains. Donc tout le monde a vendu son terrain, excepté une famille. Est-ce qu'on peut rappeler un peu dans les villages, Montricher, peut-être Albanne aussi, à l'époque, donc, qui n'étaient pas fusionnés d'ailleurs, on le rappelle. C'est ça. Combien d'habitants il restait un peu dans ces années 65-70 ? Je pense qu'on avait beaucoup perdu de monde. Alors en 70, il n'y avait plus personne à Montricher. Il n'y avait plus personne. Si, il restait une personne. Un hiver, il restait 3 personnes. L'autre hiver, il restait une personne. Donc il y avait à Montricher plus personne. À Albanne, il restait 18 habitants. Donc au moment d'ouverture de la station. Et puis finalement, donc cette idée, elle s'est faite tout doucement avec des acteurs, on peut peut-être les citer. Alors déjà le maire de l'époque, qui a été visionnaire. Il y a eu 2 maires qui ont... Même 2 maires, oui. Ouais, qui sont intervenus, notamment... déjà pour l'achat de terrain, c'était Émile Voutier, donc qui avait été élu en 59. Ils ont acheté les terrains. Et après, il y avait la recherche d'un aménageur, on dit promoteur dans d'autres stations. Et là, pendant 10 ans, on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui faisait l'affaire. Donc, la sous-préfecture a fait rencontrer Pierre Lenné, qui était le président de Renouveau, une association de tourisme social, et Aimé Pasquier, donc qui était maire de Montricher-Albanne. À ce moment-là, oui. Le nouveau maire. Donc Émile Voutier a été maire avant Aimé Pasquier et après. D'accord. Voilà. Donc, de la chronologie, même. Oui. Donc Aimé Pasquier a fait toutes les démarches. Il bossait à l'usine, ici, l'usine de Montricher, et il se déplaçait sur Paris. Donc il a beaucoup œuvré pour arriver à signer une convention avec Renouveau. Alors cette rencontre, elle s'est faite, et ce faisant, il a fallu imaginer le projet concrètement. Alors, le projet en question, il était dans les archives de Pierre Lenné. Donc, ce projet, il l'avait déjà écrit bien avant. C'était un projet qu'il avait présenté à Saint-Martin-de-Belleville. Les menuires étaient déjà faits. La station était déjà construite. Et à Saint-Martin-de-Belleville, ça n'a pas fait l'affaire parce qu'il y aurait eu concurrence avec des privés. D'ici, quand il a rencontré le maire à la sous-préfecture, on lui donnait un site à aménager complètement. Et ça a intéressé énormément la commune. Les anciens élus aiment le dire, c'est parce que ça ne coûtait rien. Il y avait une priorité d'emploi pour les gens du pays, et ça rapportait à la commune. Voilà les raisons qui ont fait que ça a marché. Ça, c'était en 72, et ça a été très vite. En 73, première construction, 75, Noël 75. Ouverture de la station. Voilà. Alors, on le rappelle, cette station, il y a quand même un architecte qui est derrière, qui a été trouvé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors, tout était lié en Savoie, donc il y avait un cabinet, il y avait un urbaniste d'abord, Denis Pradel, originaire d'Aix-les-Bains, qui avait monté un atelier d'architecture à Courchevel. Et cet atelier d'architecture, ils l'ont déplacé sur Chambéry. Et il y avait un architecte en chef, Guy Rémillet, avec 5 autres architectes qui œuvraient pour plusieurs stations. Les Arcs, qui sont allés dans les Pyrénées aussi, à Val-Louron. Et ici, ils ont créé la station de toutes pièces, avec un plan et des idées très précises. Je crois qu'ils étaient d'avant-garde dans le sens où ils avaient déjà le souci de l'environnement. Oui, il y a une formulation spécifique qui disait un arbre arraché, un arbre planté. Oui, un arbre coupé, oui, voilà. Parce que pour faire les pistes, il faut parfois couper des arbres, et même pour aménager
le plateau avec des bâtiments. Donc c'est avant-gardiste tous ces détails, mais mine de rien, on est 50 ans après, on en est toujours un peu sur les idées similaires. Alors c'était intéressant de voir Guy Rémillet qui faisait visiter la station, soit à des étudiants, soit à des vacanciers. Il expliquait que les bâtiments étaient assis dans le sol. Quand on est au-dessus sur les pistes, on ne voit que 2 étages. Voilà, l'idée c'était que le toit ne dépasse pas la hauteur des arbres. Hein, c'est ça, voilà. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et donc, ouverture se faisant en décembre 75, on peut peut-être préciser, ça tombait pile poil avec les 40 ans du club. Oui, le Club des Sports, créé en 1935, ça faisait les 40 ans du Club des Sports. Et puis l'ouverture qui s'est faite en décembre, c'était un moment de fête. Ça a été inauguré par Jacques Médecin, qui inaugurait le même jour Val-Pelouse. Bon, Val-Pelouse, malheureusement... La défunte station dans l'Isère, oui. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis les Carélis. Donc on a des extraits de journaux, enfin des titres de journaux de l'époque qui faisaient peur, quoi, en disant ça ne marchera pas, ça ne durera pas. C'est un peu comme l'été indien. Donc c'était quelque chose de nouveau, quelque chose de scruté peut-être ? Oui. Non, puis beaucoup de gens n'y croyaient pas. D'abord, ça avait une consonance peut-être pas politique, mais quand même cet esprit social qui venait peut-être un peu des comités d'entreprise, des syndicats et tout ça, ça convenait pas à l'ambiance générale. Alors, on le rappelle, hein, c'est l'unique station de l'économie sociale et solidaire d'Europe. Je crois qu'elle le reste toujours aujourd'hui. Hein. C'est atypique. Oui, complètement. Oui, disons que pour être plus clair, il faut essayer d'expliquer pourquoi. Donc, c'est une station où il n'y a pas de spéculation privée. Dire, on ne peut pas acheter son appartement. Tous les lits sont banalisés, ce qui veut dire que toutes les semaines, c'est vide le samedi, mais il faut remplir. Donc la circulation des personnes se fait naturellement, et avec 2500 lits, on a autant de chiffres aux remontées mécaniques qu'une station de 5000 lits, quoi. Et puis donc dans ce système, les remontées mécaniques entre guillemets à bas coût, donc c'est-à-dire le forfait de ski inclus dans le prix du séjour. Ça, c'est quelque chose qui est aussi atypique. Oui, complètement. Alors ça, c'est intéressant à la fois pour le vacancier qui va payer moins cher son forfait, pour la régie des remontées mécaniques qui connaît son budget d'avance, et pour le village de vacances qui va vendre son tout compris dans des meilleures conditions, puisque tout le monde l'a, donc on peut baisser les prix. En faisant un calcul rapide du nombre de lits et du nombre de journées vacances, on s'aperçoit que le prix du forfait que paye le vacancier, il est entre 12 et 16 euros. Donc c'est très avantageux finalement, on peut le dire. Ouais. Et puis donc un grand choix d'animation, hein, c'est des stations, c'est une station qui vit. Sur ce modèle-là, c'est très, oui, alors, à l'origine, c'est vrai que peut-être par le fait que c'est de l'économie sociale, il y a eu aussi toute l'éducation populaire qui est rentrée un peu. Donc des animateurs socioculturels, il y en avait beaucoup. Et l'animation, elle était partout dans la station, dans chaque village de vacances, mais aussi sur le forum, un peu partout. Et les gens ont un choix, encore aujourd'hui, de s'occuper toute la journée, même s'ils ne skient pas. Du matin jusqu'au soir, et même tard dans la nuit. Ouais. Voilà. Et puis des commerces en coopérative avec des bénéfices réinvestis dans la station. Hein, oui, tout reste sur place, en fait. Voilà, c'est une société, puisqu'il faut être, il faut être clair par rapport au fisc. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'avoir une gestion rigoureuse. Donc là, c'est une société, la SACMAC, qui gère cet ensemble de commerces, et elle réinvestit, c'est dans ses statuts, elle a obligation de réinvestir sur la commune, sur la station plutôt. Une station qui reste à taille humaine, 2400 lits actuellement, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui, en gros, quoi. C'est presque un peu faible, puisqu'il y avait un projet, le projet de Pierre Lenné était de 3000 lits, donc tout n'est pas réalisé, il y a encore de la possibilité d'extension. Et puis je voulais aborder un sujet qui est avant-gardiste, qui aujourd'hui est un problème souvent ailleurs, mais au Carélis, le bon accueil des saisonniers et la prise en charge des saisonniers. Alors justement, vous avez été très impliqué dans votre carrière d'ailleurs à ce niveau-là. Oui, avec Pierre Lenné, on a organisé le colloque sur les conditions de vie des saisonniers à Albertville en 92.
Et là, se sont créés les premiers foyers d'hébergement pour les saisonniers. Il y en a eu, le premier a été ouvert au Carélis avec 130 lits, et puis après il y a même eu une extension. Donc l'accueil des saisonniers, il est parfois délaissé. Ça veut dire qu'on voit encore aujourd'hui des reportages en début de saison, ils sont dans des caravanes, ils ne trouvent pas à se loger. On a aussi dans les grandes stations, pour la cité Val d'Isère, où il n'y a pas suffisamment de logements pour les saisonniers, des navettes qui descendent tous les soirs à Bourg-Saint-Maurice. Ce n'est pas toujours commode pour les saisonniers qui font ce voyage matin et soir. Alors du coup, la vie de cette station se faisant, il y a beaucoup de choses qui se sont greffées tout autour au fil des ans. En 50 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Alors c'est sûr que là, on ne pourra pas tout dire d'un coup, mais il y a des choses intéressantes, même récemment. Alors, par exemple, je pense en 2006 à la création d'un écomusée dans une maison traditionnelle à Montrichet. Oui. Aujourd'hui, quand on vient au Carélis et dans la commune de Montrichet-Albanne, on a tous les outils pour comprendre la vie de ce village quand on est un touriste. Oui, tout à fait. Ou une personne de passage. Oui. Alors ça, l'écomusée, en plus, c'est un chiffre anniversaire aussi, puisqu'il a été créé en 2006. C'est les 20 ans de l'écomusée. Donc cet écomusée, il a été construit dans une maison, une bâtisse traditionnelle dans le village de Montrichet, avec une explication sur la vie d'autrefois, sur l'agriculture, l'élevage, mais aussi sur les carrières d'ardoise qui sont restées ici. C'est une carrière d'extraction d'ardoise. On le voit d'ailleurs quand on est dans la vallée, sur les trous qui sont sur le pan de montagne. Donc ces carrières d'ardoise, on a reconstitué une carrière qui explique aux gens comment on arrivait à exploiter ce schiste. Alors finalement, donc aujourd'hui, si on vient en vacances dans la commune, voilà, on a tout un tas d'outils. Donc on a parlé de l'écomusée, mais on a aussi d'autres animations tout au long de l'année, l'été aussi. Alors juste pour finir avec l'écomusée, qui est ouvert toute l'année, en saison. Il est ouvert en saison. Donc c'est important de dire, pour l'hiver, c'est les mardis après-midi, et pour l'été, c'est les mardis et jeudis après-midi. Et les gens peuvent visiter. Il y a même une navette qui descend de la station. Il faut s'inscrire à l'office du tourisme. Et il faut ajouter aussi, c'est que la visite d'Albanne est prévue aussi tous les mercredis matins avec des professionnels de la FACIM. Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne, on le rappelle. Exact, c'est bien. Oui. Et donc, c'est vrai que les gens sont pas délaissés sur le côté patrimonial, je pense, aujourd'hui. Et 50 ans après, c'est quelque chose qui tient à cœur aux acteurs et aux partenaires et aux historiques comme vous de la commune. Alors, ce qui était intéressant aussi, peut-être que ça n'a pas été fait volontairement, mais quelqu'un qui ne skie pas peut se débrouiller à organiser sa journée. Comme il a le forfait remontée mécanique, donc il peut aller faire de la raquette, faire de la balade, aller voir la faune affleure l'été. Et donc, des activités, il y en a tous les jours, soit organisées par les villages de vacances, soit par la station et des accompagnateurs. D'accord. Alors on va revenir un petit peu sur votre parcours. Alors déjà, vous avez grandi au pays, vous y avez travaillé. Alors on peut peut-être revenir sur les grandes dates de votre carrière au Carélis. Ah, au Carélis. Oui. Non, mais j'ai commencé à travailler à l'usine. Ça c'est intéressant, on peut peut-être le rappeler. Ça rappelle, on est dans les années 70. Donc premier travail donc dans l'industrie finalement, comme beaucoup de jeunes du pays, où on allait plutôt vers le bas au départ. Oui, c'est ça. Ouais, donc c'est ce schéma-là qui était bien présent dans les années 60, 70. Oui, c'est ça. Puis les usines embauchaient sans problème. Il y a eu jusqu'à 750, on dit jusqu'à 1000 salariés à Saint-Michel, avec l'usine Métal Temple, qui s'appelait l'usine du Temple à l'époque. Il y avait des cars qui allaient dans tous les villages aux alentours pour transporter les ouvriers aux 3 postes, matin, midi ou matin, après-midi ou la nuit, quoi. Et voilà. Et donc au bout d'un moment, ce faisant, la station qui commençait à se créer, à se mettre en place, vous l'avez rejoint. Voilà, il y avait des réunions organisées par l'équipe de Renouveau. Et ceux qui voulaient poser candidature, il y avait des possibilités, y compris avec de la formation. Donc il y avait 2 instituts de formation aux alentours de Paris, et on a pu s'inscrire.
Et il y a eu aussi des formations en emploi. D'accord. Et après, il fallait faire le pas. Mais c'est vrai que l'embauche c'était un tremplin pour les jeunes du pays, du village, déjà à la base. C'était un contrat permanent surtout. Et oui. Alors qu'aujourd'hui, on a plus tendance à embaucher des saisonniers, quoi. Donc il y avait cette opportunité à l'année. À l'époque, c'était un peu au départ, c'était voilà. On a eu jusqu'à 70-80 personnes qui étaient à l'année. Ouais. Et avec cette priorité d'emploi aux gens du pays, ça a incité à venir postuler pour tenir des boulots sur la station. Et des jeunes se sont installés tout doucement ou réinstallés à Montricher, à Albanne. Ça a repeuplé un petit peu, vous l'avez vu de vos propres yeux? Oui, on n'a pas expliqué que la fusion de Montricher et Albanne, de la fusion. La fusion a eu lieu en 1970, donc un peu avant la station. Donc Albanne était concernée aussi par cette station. Donc les jeunes revenaient travailler, s'installer dans les villages, ça s'est repeuplé, ça s'est vu, ça s'est connu. Oui, ce que je voulais dire, c'est par rapport au village, donc il y a eu des reconstructions de maisons, il y a eu des gens qui se sont installés. Aujourd'hui, à Montricher, il y a au moins 200-220 personnes. À Albanne, c'est en train de se développer. Il y a des saisonniers qui travaillent au Carélis et qui vont loger sur Albanne. Et qui sont là-haut à l'année. Oui, en fait, ce phénomène d'inversion depuis la création de la station, aujourd'hui, il progresse encore, on peut dire. Oui. Ouais. Et puis donc vous, pour votre propre parcours, donc au Carélis, qu'est-ce que vous avez fait en arrivant là-haut? Animateur, tout simplement. Alors on est en 1975, d'ouverture. Oui, donc il y a une équipe d'animation qui est mise en place, donc avec quelqu'un qui s'y connaissait, donc Philippe Sénécal, et qui a tout installé pour mettre en place des animateurs dans chaque structure, les villages de vacances. Et puis l'équipe d'animation de la station, elle s'occupait de la vie de la station. Donc il y avait une radio déjà, Radio Carélis. Radio Carélis, ouais. Et puis l'implication des vacanciers dans les animations. Beaucoup de spectacles, un cinéma déjà. C'était l'époque du ciné-club. Et puis des balades, des excursions, voilà. De quoi choisir pour les vacances. Et puis le ski évidemment, un ski de piste, ski de fond, on le rappelle. Oui, justement par le système du forfait, les gens qui faisaient du fond dans certaines stations, on a fait payer le parcours du ski de fond. Alors qu'ici, il n'y a pas réellement besoin puisque le forfait permet d'amortir le travail qui est fait par l'équipe des remontées mécaniques. Ensuite, on poursuit votre parcours. Donc après l'animation, il y a eu une suite. Oui, pas longtemps après, il y a le foyer des saisonniers qui est ouvert. Enfin, c'était en 1980, 79. Voilà, il y a eu un petit temps de mise en place, de création. Ça s'est pas fait. Là, on rappelle quand même que la station est née en 75, mais il y a eu encore de l'évolution. Bien sûr, elle n'était pas dans sa forme définitive dès le premier jour. Oui. D'ailleurs, il n'y avait que 2 bâtiments qui étaient en service sur les 6. Donc tout ça s'est fait petit à petit, dans les 2 années qu'on suivit. Et oui, effectivement, donc il y avait, je ne sais plus, mais 2000 lits très rapidement. Très rapidement, ouais. Donc 2500 lits en 1978. Donc là, vous arrivez sur la gestion de ce foyer, donc. Oui, foyer des travailleurs. Personnel saisonnier. Ouais. Donc c'était pour gérer le bâtiment, mais en même temps, c'était l'embauche par une association qui s'appelait le CSK. Donc on œuvrait sur pas mal de sujets, notamment sur la promotion un peu, et aussi la communication. On a fait beaucoup de communication avec les médias de Savoie. D'accord. Et donc votre parcours ne s'est pas arrêté à ce foyer, donc après... Vous avez continué, ouais. Donc j'ai continué jusqu'en 1997 et après j'ai fait le pas, je suis parti travailler à Chambéry, à la caisse d'allocation familiale, pour terminer ma carrière quasiment. Mais en gardant toujours un œil sur la station et sur... voilà. Oui, c'est-à-dire que comme il y avait une partie de bénévolat, je suis resté dans les associations et c'est vrai que j'ai toujours continué, soit au club des sports, soit en remontée mécanique, ou même maintenant à l'office du tourisme. On a toujours quelque chose à faire. Voilà, et votre activité aussi de correspondance de presse pour le Dauphiné Libéré, je pense que c'est aussi une belle histoire qui dure.
Oui, ça fait 40 ans. Oui. Non, mais bon, c'est vrai que c'est intéressant, c'est des boulots qui sont intéressants pour sa culture personnelle. On arrive à développer, à rencontrer des tas de gens. Il y a des groupes qui viennent au Carélis qui sont inattendus. Hein. Il y a les universités d'été des partis politiques, ouais. Entre autres. Ouais. Et puis, donc, il y a aussi, au niveau des séjournants, il y a des fédérations qui viennent et ça nous permet de toujours avoir un niveau culturel intéressant et voilà, de continuer. Alors justement, 50 ans après, un bilan, donc les choses ne faiblissent pas. Hein, je crois que, j'allais dire, on est à 50 ans, on peut aller tranquillement vers les 100 ans et plus. Oui, alors, normalement, au départ, la convention a été signée pour des baux de 99 ans. Donc, si ça a été signé en 1974, là, il faut attendre 2073 pour terminer ce bail, le bail amphithéotique de chaque hébergement. Et ça, je pense qu'il faudra s'en occuper avant. Parce qu'on a déjà eu l'expérience d'associations qui gèrent des villages de vacances et qui voudraient s'en séparer, ou d'autres qui voudraient en acheter. Donc tout ça, d'abord acheter, c'est interdit puisqu'on ne fait pas de transactions immobilières. Et oui, on reste toujours dans cet esprit social et solidaire, on le rappelle. Hein. Ouais. Il peut y avoir un transfert de bail, c'est-à-dire qu'une association veut aller ailleurs, elle s'en va et elle se débrouille à trouver un repreneur à la condition que la municipalité soit d'accord pour cette transaction. Voilà, c'est ce qui fait perdurer le modèle aujourd'hui tel qu'on le connaît et qui devrait normalement, si tout se passe bien, continuer encore très très longtemps. Alors oui, on n'a pas suffisamment développé, c'est la maîtrise foncière. La maîtrise foncière permet ça. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut vendre un terrain. Aujourd'hui, les terrains appartiennent à la commune, à moins que la commune un jour décide de tout vendre, ce qui m'étonnerait. Tout ça, c'est quand même une garantie de continuité pour pouvoir gérer l'ensemble de la station, c'est-à-dire les pistes, les hébergements. Sur votre parcours professionnel, votre vie, aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des contacts avec des anciens ? Est-ce que vous vous retrouvez ? Est-ce qu'il y a des occasions qui ont eu lieu ou qui vont... Voilà. Est-ce que c'est... En fait, comment dire ? Quand on vit dans ce village avec cette manière de fonctionner, oui, ça favorise des liens et on les garde. C'est ça que je voudrais dire. Oui, bien sûr. Comme on se fait de très nombreux amis, quoi, comme dans la vie. Ouais. Dans la vie de tout un chacun, je crois que, bien sûr, on se fait des amis. Et bon, à l'occasion des 50 ans, on les voit revenir aussi. Et ils sont invités. Ça fait plaisir de la rencontrer, même si c'est des dizaines d'années plus tard. Et on a plaisir à se retrouver. Et vous avez quand même encore, depuis ces dernières années, vous avez eu des contacts, parce qu'on sait quand même que vous êtes à l'origine d'ailleurs de plusieurs ouvrages littéraires, dont on va le préciser, un livre spécifique qui va sortir pour les 50 ans. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu de tout ça ? Oui, alors le livre spécifique, c'est vrai qu'en étant à l'écomusée, on a cette explication qu'on donne. On est une vingtaine de bénévoles qui accompagnent les vacanciers et on explique pourquoi on a fait une station et comment on a fait une station. Donc on part de très loin, on part du ski il y a 5000 ans, comment c'est arrivé, comment les chasseurs se sont déplacés sur la neige. Et après, on évolue, on fait comprendre comment on arrive à faire une station de ski. Donc après, c'est les militaires qui ont repris le relais. Il y a eu les militaires, les chasseurs alpins, il y avait les alpini en Italie, et tout ça, ça a fait que des jeunes skieurs sont arrivés, enfin les jeunes du pays qui sont allés faire service militaire ailleurs, sont revenus en sachant faire du ski. Formés au ski, oui. Voilà, et en sachant les fabriquer en plus. En plus. Donc, ouais, c'est intéressant d'avoir cette histoire. Et cette histoire, on l'explique. Alors, dans le livre, on part de ça pour arriver à la création de la station et comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc, bien sûr, il y a des indications techniques, combien il y a de lits, bien sûr, comment ça fonctionne, la gestion, les structures de gestion qui sont mises en place. C'est pas le plus marrant dans le livre, mais donc on voit un peu. Il y a énormément de photos, je crois qu'il y en a 180, donc on voit sur toutes les pages de gauche des photos qui rappellent un peu des souvenirs.
Et qui parleront à beaucoup de monde, j'imagine. Ouais, on n'a pas pu tout dire. Alors, j'ai écrit à la fin, c'est une phrase de Voltaire, celui qui écrit l'histoire de son temps doit s'attendre à ce qu'on lui reprochera tout ce qu'il a écrit et tout ce qu'il n'a pas écrit. Voilà. Donc c'est toujours... Oui, il y a un choix à faire. Finalement, c'est très riche en photos, en documentation, même, j'allais dire, en votre mémoire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Oui, j'ai été aidé pour ça. Donc justement, d'anciens saisonniers, Denis Farou notamment, et sa compagne, Denis Farou, qui a bossé après à Radio France, à France Inter. À France Inter aussi, et à France Bleu à travers le pays, à Savoie, puis à Paris. Donc vraiment des appuis, des gens qui ont eu aussi d'autres parcours après les Carélis, mais c'était, j'allais dire, le point de départ aussi de tous ces gens. Pour certains, comme Denis, lui, il était de passage, il arrivait de Radio Andorre, je ne sais pas si ça existe encore, je ne crois pas, pour venir au Carélis, et il a beaucoup aidé à mettre en place. Il y avait aussi Alex Deban, qui était animateur radio au Carélis. Il y a aussi des pointures qui sont passées par là sur d'autres sujets. Des gens qui sont devenus députés maires, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont fait là. En fait, c'est des parcours de vie, mais il y a eu un moment donné où ces gens-là se sont retrouvés au Carélis, dans cette ambiance, dans cet esprit de la station. Oui, c'était... qui est certainement marquante, je pense, parce que tout le monde en parle en étant passé au Carélis. Moi, je l'ai entendu dire et je le perçois, les gens ont toujours une anecdote ou quelque chose à dire sur cette station. Bien sûr, oui. Non, mais c'est vrai que c'était un moyen de s'épanouir et ça a été le cas pour plein de gens qui sont passés par les Carélis, que ce soit une saison ou 10 ans. À la sortie, il y a eu quelque chose. Ce qui m'a fait plaisir un jour, c'est de rencontrer quelqu'un qui était à l'école avec moi et que je n'avais pas revu depuis longtemps, et qui m'a dit, sans que j'en rajoute, il m'a dit, au début, les Carélis, on n'y croyait pas. Aujourd'hui, c'est impressionnant comme ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais. Parce que c'est les commerçants de Saint-Jean-de-Maurienne et tout ça, ils voient qu'il y a du monde qui passe par là, quoi. Alors, on revient à l'ouvrage, au livre. On va rappeler son titre. Les Carélis, une station pas comme les autres. Alors, c'est un petit ouvrage de combien de pages ? 168. 168 pages, on a dit richement documenté, avec des photos, aux éditions... c'est pas auto-édité, et il sort seulement la semaine prochaine. On a pris un peu de retard, parce qu'on a fait du ski. Donc voilà, il sort à la fin de cette année 2025. Le prix, c'est 10 €, et il est en vente dans les villages de vacances de la station, mais à l'écomusée et au Sherpa des Carélis. Et donc, c'est le bon ouvrage qu'il faut conserver pour cette fête des 50 ans. Voilà. Et puis, on le rappelle, les 50 ans en eux-mêmes qui auront lieu le 13 février 2026 avec un sacré programme. Ça sera dignement fêté. Oui, c'est ça, ouais. Oui, donc par rapport à l'ouvrage, c'est vrai qu'il est en vente et surtout, il reprend... une station pas comme les autres, on entend souvent ça, mais on ne sait pas pourquoi. Donc à la fin, il y a le jeu des 7 différences. Pourquoi c'est pas comme les autres ? Donc il y a 7 phrases marquantes pour expliquer. Qui expliquera voilà, ces particularismes des Carélis. Sur l'anniversaire proprement dit, c'est sur toute la saison d'hiver et toute la saison d'été. Il y a un gros programme. Chaque semaine, il y a quelque chose. Donc, on vient de voir les premiers effets du mapping. C'est ce jeu de lumière qu'on peut voir à Lyon lors des fêtes de décembre. Et là, il y a une projection sur des bâtiments. C'est assez impressionnant. On a vu les photos aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est marquant. Et en même temps, c'est lié avec la descente au flambeau. Et il y aura des festivités, il y aura des fanfares sur les pistes. Voilà, tout au long des semaines, des 17 semaines, si je ne me trompe pas, donc de cette saison d'hiver, 50e anniversaire des Carélis. Gilbert Edmond, merci pour ce beau témoignage. Merci à vous. Je vous souhaite encore plein de belles histoires avec les Carélis et la commune de Maurice-Chalban pour les années à venir.